Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve pour la suite de notre lecture. Une étude en rouge de Sherlock Holmes. J'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va. Nous sommes le week-end. Qui est très chargé, je dois dire, mais j'ai trouvé un petit moment, voire peut-être plus. Alors nous poursuivons donc le chapitre 7 qui était une lumière dans la nuit. Alors, je regardais Holmes en écoutant cette description de l'assassin qui cadrait si bien avec la sienne. Son visage, pourtant, ne reflétait ni le triomphe ni la satisfaction. N'avez-vous trouvé dans la chambre rien qui pût vous donner quelques renseignements sur le meurtrier, dit-il. Rien. Stangerson avait le porte-monnaie de Dribble dans sa poche, mais il paraît que c'était l'habitude, étant donné qu'il réglait toutes les dépenses. Il y avait quelques 80 livres dedans, mais on n'avait rien pris. Quels que soient les mobiles de ces crimes extraordinaires, le vol n'en est certainement pas. Il n'y avait ni papier, ni mémorandum dans les poches de la victime, à part un télégramme expédié de Cleveland, il y a un mois, et qui contenait les mots « J.H. est en Europe » sans aucune signature. N'y avait-il rien d'autre demanda Holmes. Rien de bien important. Le roman avec lequel l'homme s'était endormi était sur le lit et sa pipe sur une chaise près de lui. Il y avait un verre d'eau sur la table et sur l'appui de la fenêtre une petite boîte contenant 2 pilules. Sherlock Holmes bondit de sa chaise avec une exclamation de joie. Le dernier maillon. Mon enquête est bouclée. Les 2 détectives le considéraient d'un air amusé. J'ai maintenant bien en main, dit mon compagnon, avec assurance, tous ces fils qui formaient un tel enchevêtrement. Il reste naturellement des détails à compléter, mais je suis aussi sûre de tous les faits essentiels, depuis le moment où Dribble a quitté Stangerson à la gare jusqu'à la découverte du cadavre de celui-ci, que si je les avais vus de mes propres yeux. Je vais vous donner une preuve de ce que je sais. Pourriez-vous mettre la main sur ces pilules ? Je les ai, dit Lestrade, en montrant une petite boîte blanche. Les voici. Je les ai prises avec le porte-monnaie et le télégramme, dans l'intention de les mettre en sûreté au poste de police. C'est bien par hasard que j'ai emporté ces pilules, car je dois vous dire en conscience que je n'y attache aucune importance. Passez-les-moi, dit Holmes. Maintenant, docteur, sont cela des pilules ordinaires ? Il s'en fallait de beaucoup, certainement. Elles avaient une couleur gris-perle, elles étaient rondes, petites et presque transparentes à la lumière. Je remarquai, d'après leur transparence et leur légèreté, j'imagine qu'elles sont solubles dans l'eau. C'est bien cela, dit Holmes. Maintenant, auriez-vous l'obligeance de descendre et d'aller chercher ce pauvre petit diable de chien qui est malade depuis si longtemps et dont la maîtresse, notre hôtesse, vous demandait hier d'abréger les souffrances ? Je descendis et ramenai le chien dans mes bras. Sa respiration haletante et son œil vitreux montraient qu'il n'était pas loin de sa fin. En fait, son museau blanc comme neige indiquait qu'il avait déjà dépassé le terme courant de la vie d'un chien. Je le déposai sur un coussin, sur le paillasson. Je vais maintenant couper une de ces pilules en 2, dit Holmes, et tout de suite, il joignit l'action à la parole. Nous en remettons une moitié dans la boîte pour plus tard. Je mettrai l'autre moitié dans ce verre avec une cuillère à café d'eau. Vous voyez que notre ami le docteur a raison,
et qu'elle se dissout facilement. C'est peut-être très intéressant, dit Lestrade, du ton offensé de quelqu'un qui soupçonne que l'on se moque de lui. Je ne vois pas pourtant ce que cela a à voir avec la mort de M. Joseph Stangerson. Patience, mon ami, patience. Vous verrez à son heure que ça a tout à y voir. Je vais maintenant ajouter un peu de lait pour rendre le mélange agréable au goût, et en le présentant au chien, nous constaterons qu'il le lappe avec empressement. Tout en parlant, il versait le contenu du verre dans une soucoupe et plaça celle-ci devant le chien, qui rapidement l'absorba et lécha la soucoupe. La gravité de Sherlock Holmes nous avait si bien convaincus que nous étions là tous, intensément attentifs et silencieux, à observer l'animal comme si nous escomptions quelque résultat étonnant. Rien ne se manifesta. Le chien continua de reposer sur le coussin, respirant péniblement, mais suivant les apparences, ne se trouvant ni mieux ni plus mal d'avoir absorbé ce mélange. Holmes avait sorti sa montre, et à mesure que les minutes se succédaient sans résultat, une expression de contrariété et de déception se peignait sur ses traits. Il se mordait les lèvres, pianotait sur la table et montrait tous les symptômes d'une vive impatience. Son émotion était si grande que je me sentais tout désolé pour lui, tandis que les détectives, à qui était loin de déplaire l'échec qu'il subissait, avaient un sourire moqueur. « Ce ne saurait être une coïncidence, s'écria-t-il à la fin, bondissant de son fauteuil et marchant comme un fauve dans la chambre. Il est impossible que ce soit une pure coïncidence. Ces mêmes pilules que je soupçonnais dans le cas de Tribber, on les retrouve bel et bien après la mort de Stangerson, et pourtant elles sont inertes. Qu'est-ce que cela veut dire? Sûrement tout l'enchaînement de mon raisonnement ne peut être faux, c'est impossible, et pourtant ce pauvre chien n'est pas plus malade. Ah, j'y suis. En poussant un vrai cri de joie, il se rua vers la boîte, coupa l'autre pilule en deux, la fit dissoudre, ajouta du lait et présenta le mélange à l'animal. La langue de la malheureuse bête semblait à peine s'y être humectée que tout son corps frissonnait convulsivement et qu'elle gisait, aussi rigide, aussi inanimée que si elle avait été frappée par la foudre. Sherlock Holmes respira longuement et essuya la sueur qui perlait sur son front. « J'aurais dû avoir plus de foi, dit-il. Je devrais bien savoir à l'heure qu'il est que quand un fait semble s'opposer à une longue suite de déductions, cela prouve toujours qu'on peut l'expliquer d'une autre manière. Des deux pilules contenues dans cette boîte, l'une était le poison le plus funeste et l'autre entièrement inoffensive. J'aurais dû le savoir avant même d'ouvrir la boîte. » Cette dernière affirmation me paraissait si étonnante que je pouvais à peine croire qu'il était dans son bon sens. Cependant, le chien mort était là, qui prouvait que sa supposition était correcte. Il me semblait que les brouillards de mon esprit se dissipaient peu à peu, et je commençais à avoir une vague vision de la vérité. « Tout ceci vous paraît étrange, continua Holmes, parce que vous n'avez pas pu, tout au début de l'enquête, saisir l'importance du seul véritable indice qui s'est offert à vous. J'ai eu la bonne fortune de ne pas le laisser échapper, et tout ce qui arrive depuis lors est venu confirmer ma supposition première, et en vérité en a été la suite logique. Il s'ensuit que des choses qui vous ont embarrassé et qui ont rendu l'affaire plus obscure ont servi à m'éclairer et à fortifier mes conclusions. C'est une erreur de confondre l'étrangeté avec le mystère. Le crime le plus ordinaire est souvent le plus mystérieux, parce qu'il ne présente aucun trait nouveau ou spécial d'où l'on puisse tirer des déductions. Cet assassinat aurait été infiniment plus difficile à débrouiller si l'on avait trouvé le corps de la victime gisant sur la chaussée, sans aucun de ces détails accessoires, sensationnels et outrés qui en ont fait un cas remarquable. Ces détails étranges
loin de le rendre plus difficile. M. Gregson, qui avait écouté ce petit discours avec une grande impatience, ne put se contenir plus longtemps. « Allons, monsieur Sherlock Holmes, se dit-il, nous sommes tous prêts à reconnaître que vous êtes très fort et que vous avez des méthodes de travail à vous, mais tout de même, il nous faut maintenant quelque chose d'autre que des théories et des sermons. Il s'agit de prendre l'homme. J'ai exposé ma manière de voir, et il semble que j'avais tort. Le jeune charpentier n'a pas pu être mêlé à cette seconde affaire. Lestrade a recherché Stangerson, et il semble que lui aussi a eu tort. De temps en temps, vous avez paru insinuer que vous en saviez plus que nous, mais l'heure est maintenant venue où nous nous sentons en droit de vous demander sans détour ce que vous savez de cette affaire. Pouvez-vous nommer celui qui a fait le coup ? Je ne peux pas ne pas penser que Gregson a raison, monsieur, remarqua Lestrade. Tous les deux nous avons essayé, tous les deux nous avons échoué. À plusieurs reprises, depuis que je suis ici, vous avez remarqué que vous aviez toutes les preuves qu'il vous fallait. Sûrement, vous ne voudrez pas nous les cacher plus longtemps. Tout retard dans l'arrestation de l'assassin, observai-je, pourrait lui laisser le temps de perpétrer quelque nouvelle atrocité. Pressé de la sorte par tous, Holmes donnait des signes d'indécision. Il continua d'arpenter la pièce, la tête inclinée sur sa poitrine, les sourcils froncés, comme c'était son habitude quand il se perdait dans ses pensées. « Il n'y aura plus d'assassinat, dit-il, enfin en s'arrêtant brusquement et en nous faisant face. Vous pouvez rejeter cette considération comme hors de question. Vous avez demandé si je connais le nom de l'assassin. Oui, je le connais, mais le fait de le connaître est peu de choses cependant, comparé à la possibilité de nous emparer de lui. Je compte pourtant le faire avant longtemps. J'ai l'espoir d'y réussir grâce aux dispositions que j'ai prises, mais c'est une entreprise où il faut agir avec précaution, car nous avons affaire à un gaillard subtil et prêt à tout que soutient, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, un autre homme qui est aussi fort que lui. Tant que l'assassin ne se doutera pas que nous détenons des indices qui le désignent, il y aura une chance de le capturer. Mais s'il avait le moindre soupçon, il changerait son nom et s'évanouirait en un instant parmi les 4 millions d'habitants de cette grande cité. Sans vouloir blesser vos sentiments à l'un ou à l'autre, je suis contraint de dire que je considère ces hommes comme plus forts que toute la police officielle, et c'est pour cela que je n'ai pas demandé votre aide. Si j'échoue, j'encourrai naturellement tout le blâme du fait de cette omission, mais à cela je suis préparé. Pour le moment, je suis prêt à vous promettre que dès l'instant où je pourrai communiquer avec vous, sans mettre en danger mes propres combinaisons, je le ferai. Gregson et Lestrade semblaient loin d'être satisfaits de cette assurance et de l'allusion un peu dédaigneuse dont la police avait fait les frais. Le premier avait rougi jusqu'à la racine de ses cheveux filasses, cependant que les yeux en boule de Lotto de l'autre pétillaient de curiosité et de ressentiment. Ni l'un ni l'autre, toutefois, n'avait encore eu le temps de parler quand on frappa à la porte. Le délégué des petits galvaudeux de la rue, le jeune Wiggins, montra sa personne insignifiante et peu ragoûtante. « S'il vous plaît, monsieur, dit-il en portant la main à son front, j'ai une voiture en bas. »« Brave garçon, dit Holmes doucement. Pourquoi n'adoptez-vous pas ce modèle à Scotland Yard ?» continua-t-il en prenant dans un tiroir une paire de menottes en acier. « Voyez comme le ressort joue admirablement. Ça se ferme en 1 seconde. » « Le vieux modèle est assez bon, remarqua Lestrade, si jamais nous pouvons trouver l'homme à qui l'est passé. »« très bien, fit Holmes en souriant. Le cocher pourra me donner un coup de main pour mes valises. Wiggins, demande-lui de monter. » J'étais surpris d'entendre mon compagnon parler comme s'il était sur le point de partir en voyage, puisqu'il ne m'en avait rien dit. Il y avait dans la pièce une petite valise. Il la prit et se mit à en serrer les courroies.
Il y était fort occupé quand le cocher entra. « Cocher, donnez-moi donc un petit coup de main, rien que pour boucler ça, dit Holmes, sans tourner la tête. » Holmes était à genoux, penché sur sa valise. L'homme s'avança, l'air un peu maussade et méfiant. Il appuya les mains sur la valise pour l'aider. Au même instant, on entendit un déclic, un bruit de métal, et tout de suite, Sherlock Holmes se releva. « Messieurs, s'écria-t-il, le regard étincelant, permettez-moi de vous présenter Monsieur Jefferson Hope, l'assassin d'Enoch Drebber et de Joseph Stangerson. » Toute l'affaire se déroula en un moment, si vite que je n'eus pas le temps de m'en rendre compte. Je me souviens nettement de cet instant, de l'expression triomphante de Holmes, du timbre de sa voix, du visage abasourdi et sauvage du cocher, pendant qu'il regardait les menottes brillantes qui venaient, comme par magie, d'encercler ses poignets. Pendant un instant ou deux, on nous aurait pris pour un groupe de statues. Puis, avec un rugissement de fureur, le prisonnier s'arracha à la poigne de Holmes et se précipita par la fenêtre. Les petites traverses cédèrent en même temps que les vitres, mais avant qu'il n'eût passé tout à fait de l'autre côté, Gregson, Lestrade et Holmes avaient bondi sur lui comme des chiens courants. On le ramena de force dans la chambre, et alors commença une lutte terrible. Il était si fort et si furieux qu'à plusieurs reprises il fit lâcher prise aux quatre que nous étions. Il paraissait avoir la force convulsive d'un homme en pleine crise d'épilepsie. Sa figure et ses mains étaient terriblement mutilées par son passage à travers les vitres, mais la perte de sang ne diminuait en rien sa résistance. Ce ne fut que lorsque Lestrade eut réussi à enfoncer sa main derrière le col de l'homme, ce qui eut pour effet de l'étrangler à moitié, qu'il se rendit compte que ses efforts étaient inutiles, et même alors nous sentîmes que nous ne serions pas en sécurité, tant que nous ne lui aurions pas lié les pieds aussi bien que les mains. Après quoi, nous nous relevâmes, hors d'haleine et haletants. « Nous avons sa voiture, dit Holmes. Elle nous servira pour le mener à Scotland Yard. Et maintenant, messieurs, continua-t-il avec un sourire agréable, nous sommes au début de notre petit mystère. Vous êtes bienvenus à me poser toutes les questions qu'il vous plaira, et il n'y a pas de danger que je refuse d'y répondre. » Chapitre 8 « La grande plaine alcaline » Dans la partie centrale du grand continent nord-américain s'étend un désert aride et menaçant qui, pendant de longues années, a servi de barrière à l'avance de la civilisation. De la Sierra Nevada au Nebraska, de la rivière Jaune au nord jusqu'au Colorado, au sud, est une région de désolation et de silence. À travers cette sinistre étendue, la nature n'est pas toujours la même. Elle comporte de majestueuses montagnes aux sommets couronnés de neige et des vallées sombres et tristes. Il y a des rivières au cours rapide qui se précipitent entre des canons déchiquetés, et il y a d'immenses plaines blanches de neige l'hiver et toutes grises l'été, de la poussière saline, de l'alcali. Toutes pourtant conservent ces caractéristiques qui leur sont communes, la stérilité, l'inhospitalité, la misère. Il n'y a pas d'habitants sur cette terre du désespoir. Une bande d'Indiens païnis aux pieds noirs parfois la traversent afin d'aller chercher d'autres terrains de chasse. Mais les plus hardis d'entre les braves sont contents de s'éloigner de ces terribles plaines et de se retrouver dans leurs prairies. Le coyote se cache parmi les broussailles, le busard vole lourdement dans l'air, et le maladroit ours gris se traîne dans ses sombres ravins, se nourrissant comme il peut parmi les rochers. Ce sont les seuls habitants de ce désert. Dans le monde entier, il ne saurait y avoir de spectacle plus lugubre que celui que l'on découvre de la pente nord de la Sierra Blanca. Aussi loin que le regard peut porter, s'étend la grande plaine unie, tout empoussiérée de taches d'alcali et semée d'énormes touffes de buissons de chaparral nains.
Tout à l'extrémité de l'horizon se dresse une longue chaîne de montagnes dont les sommets abrupts sont tachetés de neige. Dans cette grande étendue de terre, pas un signe de vie ni de rien qui se rapporte à la vie, pas un oiseau dans le ciel bleu d'acier, pas un mouvement sur la terre triste et grise, surtout planait un silence absolu. Il n'y avait nulle part l'ombre d'un bruit dans tout cet immense désert, rien que le silence complet et déprimant. On vient de dire qu'il n'y avait rien qui se rapportât à la vie dans cette plaine aride. Ce n'est pas absolument vrai. Quand de la Sierra Blanca on regarde vers le bas, on aperçoit à travers le désert un sentier qui serpente et se perd dans l'éloignement. Des roues y ont creusé des ornières et les pieds de nombreux aventuriers l'ont foulé. Ça et là, il est jalonné d'un grand nombre de choses blanches qui luisent au soleil et qui se détachent sur la morne couche d'alcali. Approchez, regardez ce que c'est. Ce sont des os, ceux-ci gros et rudes, ceux-là plus petits et plus délicats. Les premiers ont appartenu à des bœufs, les autres à des hommes. Tout du long, sur bien plus de 2000 kilomètres, on peut suivre cette effrayante route des caravanes en repérant les restes éparses de ceux qui sont tombés en chemin. Considérant cette scène, sur ce point même se tenait le 4 mai 1847 un voyageur solitaire. Son aspect était tel qu'il aurait pu être le génie même ou le démon de cette région. Un observateur eût éprouvé quelques difficultés pour dire qu'il était plus près de 40 ans que de 60. Son visage était maigre et farouche, sa peau brune et parcheminée était fortement tendue sur des os saillants. Ses longs cheveux noirs et sa barbe étaient striés de blanc. Ses yeux, profondément enfoncés dans les orbites, brûlaient d'un éclat peu naturel, et la main qui étreignait son fusil était à peine plus charnue que celle d'un squelette. Il était là, debout, appuyé sur son arme qui le soutenait. Pourtant sa haute silhouette et sa massive charpente osseuse suggéraient une constitution énergique et forte. La face décharnée, toutefois, de même que ses vêtements qui flottaient au large sur ses membres amaigris, proclamaient les raisons de cette apparence sénile et décrépite. L'homme mourait de faim et de soif. Péniblement, il avait descendu le ravin, puis était remonté jusqu'à cette petite hauteur dans le vain espoir d'apercevoir quelques signes d'eau. Maintenant, la grande plaine de sel s'étalait devant ses yeux avec sa ceinture sauvage de montagnes éloignées, sans nulle part le moindre signe de plante ou d'arbre qui pût révéler la présence de l'humidité. Dans tout ce grand paysage, il n'y avait pas une lueur d'espérance. De ses regards anxieux, il interrogea le nord, le sud, l'est et l'ouest, et comprit alors que ces courses vagabondes touchaient à leur fin et que sur ce rocher stérile, il allait mourir. « Pourquoi pas ici aussi bien que dans un lit de plumes dans 20 ans ?» murmura-t-il en s'asseyant à l'ombre d'un rocher. Avant de s'asseoir, il avait posé sur le sol son fusil inutile et aussi un gros ballon noué dans un grand châle et qu'il portait sur l'épaule droite à l'aide d'une courroie. Sa charge semblait un peu lourde pour ses forces, car en la déposant, il heurta le sol avec une certaine violence. Aussitôt, il en sortit un petit cri plaintif et une petite figure effrayée aux yeux bruns brillants apparut en même temps que 2 petits poings potelés et marqués de taches de rousseur. « Tu m'as fait mal, dit d'un ton de reproche une voix enfantine. « Vraiment, répondit l'homme avec regret, je ne l'ai pas fait exprès. » Tout en parlant, il développa le châle gris et il en sortit une jolie petite fille d'environ 5 ans, dont les souliers délicats et la coquette blouse rose sous son petit tablier de toile disaient les soins d'une mère. L'enfant était pâle et fatigué, mais ses jambes et ses bras montraient qu'elle avait moins pâti.
que son compagnon. Comment ça va-t-il maintenant demanda-t-il, anxieux, car elle frottait encore les boucles d'or ébouriffées qui couvraient sa nuque. Embrasse-la et guéris-le, dit-elle, avec un sérieux parfait, en lui montrant l'endroit qui lui faisait mal. C'est ça que maman faisait. Où est maman? Maman est partie, mais je crois que tu la reverras bientôt. Partie, hein? C'est drôle qu'elle soit partie sans me dire au revoir. Elle me le disait toujours, même si elle n'allait que chez ma tante prendre le thé. Et il y a déjà 3 jours qu'elle est partie. Dis, on a bien soif, hein? Il n'y a donc pas d'eau? Tu n'as donc rien à manger? Non, ma chérie, il n'y a rien. Il faut que tu patientes un peu, et alors tout ira bien. Mets la tête contre moi, comme cela, et tu te sentiras mieux. Ce n'est pas facile de parler quand on a les lèvres comme du cuir, mais je crois qu'il vaut mieux te dire ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu as là? De jolies choses, de belles choses, s'écria la petite, ravie, en montrant 2 fragments brillants de mica. Quand nous reviendrons chez nous, je les donnerai à mon frère Bob. Tu verras bientôt des choses plus belles que ça. Attends seulement un peu. J'allais te dire tout de même, tu te rappelles quand nous avons quitté la rivière? Oh oui. Eh bien, nous comptions, vois-tu, trouver bientôt une autre rivière. Mais il y a eu quelque chose de dérangé dans la boussole, ou bien dans la carte, ou bien, je ne sais pas, et nous n'avons pas trouvé. L'eau est devenue rare. À peine en reste-t-il une petite goutte pour vous, les petits, et tu n'as pas pu te laver, interrompit gravement sa petite compagne, en regardant avec insistance le visage malpropre de son compagnon. Ni me laver ni boire, et M. Bender a été le premier à partir, puis l'Indien Pete, et puis Madame MacGregor, et puis Johnny Holmes, et enfin, ma chérie, ta maman. Alors ma maman est-elle morte aussi? S'écria la petite en couvrant son visage de son tablier et en sanglotant amèrement. Oui, ils sont tous partis, excepté toi et moi. Alors j'ai cru qu'il y avait une chance de trouver de l'eau par ici. Je t'ai mis sur mon épaule et nous avons marché ensemble. Il ne paraît pas que nous ayons amélioré grand-chose, et il ne nous reste plus qu'une bien petite chance à présent. Veux-tu dire que nous allons mourir aussi? Demanda l'enfant, cessant de sangloter et levant sa face mouillée de larmes. Je suppose que ça doit être quelque chose comme ça. Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Demanda-t-elle avec un rire joyeux. Tu m'as fait si peur. Eh bien, si nous mourons, nous irons avec maman. Oui, ma chérie, tu seras avec elle. Et toi aussi, je lui raconterai combien tu as été bon. Je parie qu'elle viendra à notre rencontre à la porte du paradis, avec un grand pot d'eau et des gâteaux de sarrasin, bien chauds, bien rôtis des 2 côtés, comme Bob et moi on les aime. Ça sera-t-il encore long? Je ne sais pas. Pas très long. Voilà. Nous poursuivrons donc cette histoire en chuchoté la prochaine fois. Voilà. Moi, en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de vous faire la lecture, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette suite. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bye, à bientôt.